Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 11 juin, je vous propose tout d'abord de nous rendre à Hong Kong, où 2 juges britanniques de la Cour finale d'appel ont démissionné en citant la détérioration du climat politique de la ville. Nous irons ensuite en Indonésie, où la Commission nationale sur les droits de l'homme a présenté un rapport sur les violations des droits de l'homme en 2023, dont plus d'une centaine sont liées au projet de la nouvelle capitale sur l'île de Kalimantan. Papouasie-Nouvelle-Guinée ensuite, où la crise politique au sein du Parlement occulte la catastrophe naturelle survenue dans la province d'Anga il y a 2 semaines. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant la candidature japonaise auprès de l'UNESCO pour faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial le site des mines d'or et d'argent de Sado, un dossier controversé puisque l'histoire du site est liée au travail forcé de plus de 2000 travailleurs coréens pendant la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle la Corée du Sud s'oppose à cette candidature. Le gouvernement hongkongais a annoncé jeudi dernier la démission de 2 juges britanniques siégeant à la Cour finale d'appel, la plus haute instance juridique de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ce tribunal comporte plusieurs juges d'autres juridictions de pays de Commonwealth, à savoir des juges britanniques, canadiens et australiens actuellement, qui sont perçus comme la garantie de l'indépendance judiciaire de la justice hongkongaise depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le département de la justice de Hong Kong a dit regretter la démission des 2 juges britanniques avant de les remercier pour leur contribution. Lawrence Collins, 83 ans, a justifié sa décision auprès de l'agence de presse Associated Press, justifiant cette dernière par la situation politique à Hong Kong. L'autre juge démissionnaire, Jonathan Somtion, âgé de 75 ans, a publié hier une tribune dans le journal Financial Times dans lequel il a cité l'atmosphère oppressive de la ville, affirmant que le travail des juges se faisait dans un environnement politique quasi impossible créé par la Chine. Il a également déclaré que Hong Kong était en train de devenir petit à petit un État autoritaire où les libertés des juges étaient gravement limitées. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a réagi à la tribune en déclarant que l'expertise des juges était le droit et non pas la politique. Mais ces 2 démissions laissent craindre un alignement progressif des systèmes judiciaires de Hong Kong et de la Chine, malgré l'engagement de Pékin de laisser un haut degré d'autonomie à la région administrative spéciale pendant une période de 50 ans, avec notamment un pouvoir judiciaire indépendant et la nomination d'un chef de l'exécutif de la ville sur la base d'élections. Notons par ailleurs que ces 2 démissions interviennent dans un contexte particulier après l'adoption de l'article 23 qui vient étendre les restrictions de sécurité nationale et entériner une définition vague du secret d'État, laissant craindre un nouveau recul des libertés. Autre actualité à Hong Kong, la récente condamnation de 14 députés et militants pro-démocratie hongkongais reconnus coupables le 30 mai dernier de complot en vue de la subversion du pouvoir d'État. En mars 2022, 2 autres juges britanniques de la Cour finale d'appel avaient déjà présenté leur démission. Il s'agissait de Robert John Reid, par ailleurs président de la Cour suprême britannique, et de son adjoint Patrick Hodge, qui avaient expliqué leur décision en déclarant que Hong Kong était en train de prendre un tournant autoritaire et qu'il ne voulait pas, je cite, avoir l'air de cautionner une administration qui avait tourné le dos aux valeurs de liberté politique et d'expression. Enfin, on peut aussi mentionner la démission toute récente d'une autre juge, canadienne cette fois, de la Cour finale d'appel, Beverly McLaughlin, qui a quant à elle cité son grand âge et déclaré qu'elle continuait d'avoir confiance dans les membres du tribunal, dans leur indépendance et dans leur détermination à maintenir l'état de droit. Elle a également affirmé que le tribunal était complètement indépendant du régime de Hong Kong et qu'elle était satisfaite à 100% de son rôle au sein du tribunal. La Commission nationale des droits de l'homme indonésienne a présenté hier son rapport 2023 dans lequel sont recensés au moins 1675 cas de violation des droits humains survenus au cours des 3 dernières années en lien avec divers projets d'infrastructure. La Commission a indiqué qu'au moins 535 cas de ces violations avaient eu lieu sur le site de la future capitale indonésienne, Nusantara, qui est actuellement en construction dans la grande île de Kalimantan ou en lien avec des projets nationaux. Les violations recensées par la Commission concernent notamment des conflits fonciers,
des dommages environnementaux ou encore des déplacements de population, notamment dans l'île de Kalimantan. Le rapport semble avoir été accueilli avec une certaine fraîcheur par les autorités. En effet, Rumadi Ahman, en charge des droits de l'homme au sein du bureau présidentiel, a été cité par le média Benar News et a déclaré que le gouvernement allait enquêter pour déterminer si le rapport de la commission était seulement basé sur des plaintes déposées par des particuliers ou s'il s'agissait de violations des droits humains réellement documentées. La commission a évoqué des violations des droits de l'homme liées à des grands projets nationaux tels que la ligne de TGV entre Jakarta et Bandung, le projet d'écoville à Rempang dans les îles Riau, ou encore le projet de raffinerie de pétrole d'Air Banggis à Sumatra Ouest. L'agence de presse indonésienne Antara a rapporté les propos de la chef de la commission, Adnike Nova Sigiro, qui a indiqué que les allégations de violation des droits de l'homme en Papouasie occidentale restaient l'une des priorités de la commission en 2024. Ce sont, selon la commission, au moins 114 cas de violation des droits humains qui ont été recensés entre janvier et décembre 2023. La Commission recommande ainsi au gouvernement indonésien d'équilibrer son approche sécuritaire actuelle par un renforcement de l'application de la loi dans la région, ce afin d'éviter les conflits et les violences récurrentes. La chef de la Commission a aussi recommandé de renforcer les approches sociales et culturelles en traitant les problèmes des droits humains sur place et de renforcer le rôle des gouvernements locaux. Enfin, outre les problèmes en Papouasie occidentale, le rapport 2023 évoque des questions de conflits agraires, de violations graves des droits humains et des problèmes concernant certains groupes marginalisés, tels que les travailleurs migrants, les aides à domicile, les personnes en situation de handicap ou encore les peuples autochtones. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le président du Parlement Job Pomat a ajourné la session parlementaire en cours et a convoqué les députés pour une prochaine session le 3 septembre prochain. La fin de la session parlementaire a fait l'objet d'un vote des députés jeudi dernier et intervient après l'échec d'une motion de censure déposée par l'opposition contre le Premier ministre James Marape, la quatrième déposée contre lui sans succès depuis février dernier. Le président du Parlement a déclaré que la motion était, je cite, hors sujet, en raison de vices de forme, et a soumis une requête d'interprétation juridique, affirmant qu'il démissionnerait si la justice ne lui donnait pas raison. Ce renvoi de la prochaine session parlementaire au mois de septembre permet à la majorité gouvernementale d'éviter de se soustraire à une nouvelle motion de censure et de chercher à modifier ses alliances afin d'assurer une majorité d'ici la prochaine session. Mais le média néo-zélandais Radio New Zealand a rapporté que plusieurs députés étaient frustrés que l'attention se concentre sur la motion de censure et sur l'ajournement de la session parlementaire plutôt que sur la catastrophe naturelle survenue il y a 2 semaines dans la province d'Anga. En effet, un glissement de terrain causé par les pluies et l'érosion ont complètement enseveli un village et ses habitants à Yambali, une zone reculée et montagneuse de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les autorités font état d'au moins 670 personnes disparues, un nombre revu à la baisse par rapport aux plus de 2000 personnes évoquées précédemment. Les secours de la province d'Anga pour rechercher les survivants et déterrer les corps des victimes ont pris fin vendredi, 2 semaines après la catastrophe. Le village enseveli va être désigné comme un site funéraire et un monument sera érigé sur place. Notons que des experts géotechniques envoyés par la Nouvelle-Zélande ont conseillé l'évacuation en urgence de plusieurs zones rouges dans la province d'Anga, où ils estiment que d'autres glissements de terrain pourraient survenir. Ce serait, selon l'ONU, plus de 7400 personnes de Yambali et de Koandak qui doivent être évacuées dans l'urgence. Le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, qui dépend de l'UNESCO, a décidé de différer l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la mine de Sado au Japon et a demandé des documents supplémentaires pour poursuivre le traitement de la demande. Le site, qui porte le nom de mine d'or et d'argent de Sado dans la demande d'inscription officielle, comporte plusieurs sites miniers situés sur cette île à 45 km au large de la ville de Niigata et est riche de 400 ans d'histoire. Le site a en effet commencé à être exploité en 1601 et de manière continue par la suite avec une intensification pendant la période de l'ère Meiji entre 1869 et 1912 lors de l'industrialisation du Japon et ce jusqu'à sa fermeture définitive en 1989. Elle fut un temps le premier site d'extraction d'or au monde. Mais l'histoire de cette mine est controversée et son inscription au patrimoine mondial fait l'objet d'une forte opposition de la part de la Corée du Sud, qui par ailleurs ne conteste pas la légitimité historique du site, mais plutôt l'absence de contexte et d'informations historiques dans les expositions et les panneaux d'information sur place,
qui permettrait aux visiteurs d'avoir une vue globale de l'histoire du site et notamment du travail forcé auquel ont été soumis plus de 2000 Coréens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le cas de la mine de Sado n'est pas isolé. Selon les chiffres avancés par Séoul, ce sont environ 780 000 Coréens qui auraient été forcés à travailler dans diverses industries nippones pendant la colonisation de la péninsule coréenne par l'armée japonaise de 1910 à 1945, notamment par des entreprises industrielles qui alimentaient l'effort de guerre comme Mitsubishi. En 2015, le Japon a fait inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le site de l'île Hashima, une immense mine de charbon où des Coréens, des Chinois, des Taïwanais et des prisonniers de guerre américains ont été soumis au travail forcé dans des conditions épouvantables. Séoul s'était d'abord opposé à l'inscription du site sur la liste, mais a donné son accord à condition que des panneaux informatifs sur le sort de ces travailleurs soient installés sur le site, accord que Tokyo n'a que partiellement respecté. Le sujet du travail forcé des travailleurs coréens déportés au Japon reste un sujet sensible entre Séoul et Tokyo, une frange négationniste du parti majoritaire au Japon, le LPD, niant ou minimisant les crimes de guerre commis par l'armée japonaise dans les pays et territoires colonisés ou occupés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 2018, plusieurs grandes entreprises industrielles japonaises ont été condamnées par la justice sud-coréenne à verser des compensations aux victimes du travail forcé et à leurs familles. Depuis, les relations entre Tokyo et Séoul se sont améliorées, mais la Corée du Sud a tout de même fait campagne auprès du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO afin que la période moderne de l'histoire de la mine de Sado soit couverte dans les expositions du site et que l'ICOMOS le mentionne dans ses recommandations. Ce plaidoyer a porté ses fruits puisque l'ICOMOS a demandé dans sa recommandation d'enlever les zones développées massivement pendant la période Meiji et a demandé également que des explications et des expositions couvrent l'entièreté de l'histoire des mines, notamment pendant la période Meiji et après. Or, le gouvernement japonais veut se limiter à la période de l'ère Edo, c'est-à-dire de 1603 à 1868. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO doit se réunir fin juillet à Delhi et approuver ou non l'inscription du site, sachant que toute approbation nécessite les 2/3 des votes des États membres du comité, bien que ce dernier privilégie dans les faits le consensus. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.